Dear colleagues and friends, ladies and gentlemen. Chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place pour que nous puissions démarrer la deuxième session. Je voudrais remercier mes amis et collègues qui m'ont précédé et qui ont présidé de main de maître cette première session de nos travaux. Nous allons maintenant passer des résultats engrangés sous présidence roumaine dans le contexte de l'Union européenne à la scène internationale. Si vous le permettez, je vais maintenant m'exprimer en roumain pour présider cette deuxième session qui sera consacrée aux perspectives des relations commerciales internationales et de l'Union européenne, l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans le contexte du Brexit. Chers collègues, lorsque nous avons décidé de vous proposer ce thème pour discussion, le contexte était quelque peu différent puisque le 29 mars aurait dû être la date du Brexit. Et nous pensions dès lors que notre session allait porter sur les relations que nous allions tisser avec le Royaume-Uni dans un contexte post-Brexit. Force est de constater que la situation, bien que quelque peu différente, le sujet reste d'une actualité brûlante et pose pas mal de défis. Nous avons en effet besoin du commerce international, mais dans le même temps, il y a toute une série de questions à régler et d'obstacles à surmonter. Certaines de ces questions sont liées aux compétences telles que fixées dans le traité, puisqu'il appartient à la Commission de négocier les accords commerciaux. Mais nous savons aussi que lorsque nous passons à la phase mise en œuvre et approbation de ces traités, les parlements nationaux entrent en ligne de compte. Et donc, il y a aussi toute la question de compétences partagées dans la phase ratification des traités et également en amont des interventions dans le contexte des négociations de ces traités. Précédemment, j'ai parlé du fait que nous étions dans un domaine qui n'était pas parfaitement lisse, mais qui prêtait parfois le flanc à la controverse. J'entends par là les questions de renforcement du rôle institutionnel des différents acteurs, mais encore faut-il voir comment nous projetons sur l'avenir ces relations commerciales. Les relations commerciales et le libre-échange ne constituent pas la panacée. Les déséquilibres qui existent aujourd'hui de par le monde sont souvent liés, ou en tout cas, on établit souvent un lien entre ces déséquilibres et la façon dont les relations commerciales ont été tissées au niveau international. Pour discuter donc ensemble de ces différentes questions, je voudrais inviter les deux personnes qui m'encadrent à me rejoindre. D'une part, nous avons Lord Whitty pour le sous-comité de la Chambre des Lords sur le marché intérieur et Monsieur Luca Jaillet, d'autre part, président du Comité économique et social européen. Alors, comme je le disais, l'honorable Lord Whitty préside le sous-comité marché intérieur de la Chambre des Lords. Je l'inviterai à nous faire part de sa vaste expérience du dossier et je lui demanderai également peut-être d'intervenir sur les questions qui nous taraudent et qui concernent le processus du Brexit. Je vous en prie. Thank you very much, Madam Chair, and thanks to the... Merci, Madame le Président, et merci à la présidence roumaine de nous donner la possibilité de nous exprimer. J'étais ici au début de la présidence roumaine
et j'ai eu l'occasion de présenter des excuses parce que nous allions partir et quitter la famille européenne. Et nous sommes toujours là. J'avais dit à l'époque que j'avais le sentiment que le Royaume-Uni avait besoin de plus de temps pour négocier. Et force est de constater que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il nous faut encore du temps. Je suis ici à la place de Lord Tim Bonswell, que vous connaissez et qui fait partie de l'histoire de la COSAC et qui regrette de ne pas avoir pu être présent aujourd'hui, mais qui reste fortement engagé sur la coopération parlementaire et sur une participation du Royaume-Uni à la COSAC d'une façon ou d'une autre. Moi aussi, je dois regretter que seule la Chambre des Lords représentera le Royaume-Uni à la COSAC, puisqu'il n'y a personne de la Chambre des représentants et personne non plus parmi les représentants du Parti conservateur. Ce n'est pas de notre faute, je m'empresse de le dire, mais clairement, ce que j'aurais à vous dire ou ce que certains de mes collègues auraient pu vous dire ne correspondra peut-être pas à ce qui demain sera décidé par un futur gouvernement. Alors, sur le commerce, tout d'abord. Depuis bon nombre d'années, le commerce a été vu comme une façon de faire avancer les différents pays de par le monde. Mais il y a aussi des difficultés, notamment certains échecs ont été essuyés sur la conclusion de certains traités commerciaux. Je pense aux États-Unis, je pense à la Chine et aux conflits qui les opposent, qui ne sont pas des conflits qui seront faciles à surmonter. Et d'une certaine façon également, le Brexit a été un rétropédalage par rapport à ce que pouvait apporter le libre-échange en matière de gains environnementaux, de normes en matière de travail, de normes de défense des droits de l'homme. Bref, il est clair que pour les accords de libre-échange, toutes ces valeurs sont également défendues et le fait que nous n'arrivions pas à conclure ces accords ou aller de l'avant, eh bien, ce sont également d'autres secteurs qui souffrent. Clairement, dans la perspective du Brexit, nous nous sommes dit que nous allions pouvoir conclure un accord de retrait en quelques mois et que nous serions maintenant dans la phase de négociation des futurs accords de libre-échange, des accords commerciaux et des accords en matière de sécurité avec l'Union européenne. La situation est différente, nous le savons tous, après des longues négociations sur les possibilités de retrait et une saisine de la Chambre des représentants à 5 reprises. Nous n'avons toujours pas un accord du côté du Royaume-Uni sur le traité qui est proposé ou l'accord qui a été proposé. Et je ne suis pas sûre non plus qu'un changement au niveau du Premier ministre vers la fin du mois apportera une différence considérable. Alors clairement, il y a la question de la frontière avec l'Irlande et je dois expliquer l'importance de cette frontière pour la prospérité future de l'Irlande, du Royaume-Uni, les relations anglo-saxonnes et le processus de paix. Une frontière ouverte est absolument nécessaire indépendamment du Brexit, ce qui est une situation presque impossible à envisager au titre des règles actuelles. Et je crains que cette frontière ait cristallisé bon nombre d'oppositions, parce qu'une des conséquences, c'est que l'Irlande du Nord devrait continuer à appliquer les règles de l'Union européenne, et ce qui aurait pour effet de scinder physiquement le Royaume-Uni, ou alors que le Royaume-Uni continue d'adhérer à une union douanière pendant une durée de temps indéfinie. Le résultat, c'est que la presse, les médias anti-européens, les hommes et femmes politiques ont montré ces propositions de l'Union européenne comme une tentative de faire exploser le Royaume-Uni ou d'obliger quelque part la population à faire un autre choix que celui qui est sorti du référendum. Or, il faudra trouver une autre solution. Il faudra bien évidemment que l'on ait un traité de retrait, mais il faudra trouver une solution en parallèle à ce traité de retrait. Il est important de reconnaître également que toutes ces questions qui découlent de l'existence de cette frontière avec l'Irlande vont également être les prémices de ce qui pourra être un traité
de libre-échange avec l'Union européenne? Est-ce que nous aurons une situation à la Norvège avec des relations encore très étroites, notamment si nous restons dans l'union douanière, ou au contraire, aurons-nous des divergences limitées, ou au contraire, ces divergences seront-elles importantes? Est-ce que ce sera Singapour sur la Tamise, à savoir avoir au Royaume-Uni une économie avec un niveau de réglementation très faible? Je ne pense pas aujourd'hui que les forces politiques en présence au Royaume-Uni souhaitent cette solution. Je ne la crains pas. Mais s'agissant des autres deux possibilités, tout reste encore à définir, notamment sur les possibilités d'un tel accord de libre-échange qui pourrait être conclu. Et la frontière irlandaise, quelque part, est devenue en fait la pomme de discorde et c'est l'épouvantail que tout le monde agite par rapport aux craintes que l'on peut avoir sur un accord de libre-échange futur. Alors, je ne veux pas non plus me lancer dans des prévisions sur qui deviendra Premier ministre parmi les prétendants du Parti conservateur début juillet, surtout qu'il n'y a plus qu'un candidat. Mais quoi qu'il en soit, nous devrons réexaminer le processus de ce Brexit. Et je peux m'attendre à ce qu'il soit particulièrement difficile de conclure un accord au 31 octobre avec l'Union européenne, compte tenu des positions du gouvernement conservateur qui prendra ses fonctions prochainement et de ce qui nous reste à faire. Je pense qu'il faudra que l'on se concentre sur le libellé d'une déclaration politique qui jettera la base d'un accord de libre-échange futur plutôt que de se concentrer sur le traité de retrait tel que nous l'avons négocié jusqu'à présent et qui n'a pas trouvé de solution sur la question de la frontière avec l'Irlande. Ça va demander beaucoup de doigté, beaucoup de diplomatie, tant du côté du Royaume-Uni que de l'Union européenne, mais l'Union européenne également devra faire sa part du chemin pour trouver une solution. L'alternative, le non-accord, est dommageable pour l'Irlande, pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne. Et nous devons, dans la mesure du possible, éviter d'arriver à une situation de non-accord. Il faut prendre toute une série de mesures pour atténuer le choc de notre départ, mais un no deal, un non-accord serait la pire des solutions. Alors, l'idée de convoquer un deuxième référendum a été évoquée, mais très sincèrement, je ne serais pas non plus très sûre des résultats d'une telle possibilité. Et franchement, je ne peux pas être sûre de vous garantir le résultat d'un éventuel deuxième référendum. Voilà pourquoi la diplomatie est le mot à l'ordre du jour aujourd'hui, et surtout lorsqu'un nouveau gouvernement aura pris place à Westminster. Merci de cette intervention et d'avoir présenté de façon très claire les enjeux liés au Brexit. Je vais maintenant passer la parole au président du Comité économique et social européen, M. Luca Jaillet, en précisant qu'outre le fait que M. Jaillet a une expertise dans le domaine social et sur le dossier de la cohésion, il connaît également très bien les relations internationales. Merci, Madame la Présidente, chers membres des parlements nationaux européens, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité pour la deuxième fois à votre rencontre. Je pense sincèrement que la COSAC a un rôle essentiel à jouer en vue de renforcer la démocratie représentative. Le Comité économique et social européen que je préside est un acteur économique important dans le domaine de la démocratie participative. Et les deux types de démocratie sont complémentaires et je pense que nos deux organes peuvent profiter des échanges réguliers. Le sujet du jour est extrêmement intéressant vu que les liens entre la politique commerciale européenne et les relations entre l'Union et le Royaume-Uni après le divorce, lorsque ce divorce aura finalement lieu, sont extrêmement délicates, et c'est depuis juin 2016, pour dire cela de manière diplomatique. Pour commencer, je peux vous dire que la politique commerciale européenne est l'un de nos plus grands succès en tant qu'Union européenne.
L'Union fait partie des plus grands acteurs économiques du monde. Elle représente 16% du PIB mondial. C'est comme politique commerciale, sa politique commerciale, qui est une projection de notre marché intérieur, est la plus grande du monde. Notre politique est très efficace et très dynamique. Pourquoi est-elle efficace? Parce qu'elle permet de renforcer la richesse européenne. Plus de 36 millions de travailleurs européens dépendent de notre capacité à faire du commerce avec l'étranger. Et nous devons diffuser les idées, renforcer l'innovation en vue d'assurer une croissance économique durable. Notre politique économique est très dynamique car l'Union européenne a conclu 39 accords commerciaux avec 69 pays dans le reste du monde. C'est le double de ce qu'ont fait les États-Unis et la Chine. Par exemple, le dernier accord de libre-échange qui est entré en vigueur, donc entre l'Union européenne et le Japon, est le plus grand jamais signé. Il couvre 30% du PIB mondial. Si nous voulons nous montrer pragmatiques, sachons que ces nouvelles alliances peuvent mener le reste du monde, et en tout cas ses priorités économiques et sociales dans les prochaines années. En tant qu'Union européenne, nous allons signer un nouvel accord Cotonou avec l'Afrique. Ce continent comptera bientôt plus de 2 milliards de personnes et il représente seulement 3% du commerce international. Mais ce continent a décidé de créer une Afrique du libre-échange qui créera le plus grand marché unifié du monde. Plus de 70% de la population du continent africain a moins de 35 ans. Et l'Afrique a un potentiel économique énorme et représente un potentiel de marché exponentiel pour les prochaines années. L'Union est entre le Japon et l'Afrique, au centre. Et étant au centre, nous pouvons gérer les accords commerciaux, nous pouvons assurer la coopération internationale, ce qui peut faire la différence. La politique économique européenne est d'autant plus remarquable grâce à la situation internationale. Nous sommes passés d'une compétitivité coopérative internationale à une confrontation très dangereuse, même entre les partenaires occidentaux. Et ce qui est très important, et plus important, c'est que la politique commerciale européenne est un outil fantastique pour promouvoir les normes économiques, sociales et environnementales de l'Union européenne. Dans tous ces accords, l'Union insiste sur l'adoption du chapitre commerce et développement durable. L'accord avec le Japon est un exemple très important dans ce sens. Ce chapitre est très important. Il permet de promouvoir nos normes et notre priorité en matière de développement. Notre approche s'inscrit dans le droit fil de l'approche de 2015 des Nations Unies et nous profitons du commerce en vue de promouvoir l'accord de Paris sur le climat. L'agenda de développement durable, basé sur les 17 objectifs de développement durable, est une stratégie qui permet d'équilibrer croissance économique, questions environnementales et inclusivité sociale. L'agenda 2030 est la vraie manière d'avancer pour la société civile européenne. L'agenda 2030 doit être la stratégie supérieure de l'Union européenne pour les 10 prochaines années. L'Union européenne doit promouvoir cet agenda dans des forums internationaux. Ce que fait déjà l'Union européenne au passage. Et permettez-moi de vous dire qu'en tant que CESE, nous attendions à bien plus de courage dans le domaine du développement durable dans le cadre de l'agenda stratégique qui a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement jeudi dernier. Les deux derniers points que je souhaiterais soulever en ce qui concerne le commerce international sont les suivants. Il faut que l'Union continue de parler d'une voix cohérente, tous ensemble donc. Et deuxième chose, la société civile a son importance. L'économie mondiale est importante et le commerce international va devenir de plus en plus important. Le commerce extérieur représentait 43% du PIB en 1995. Maintenant, nous en sommes à 70% du PIB mondial. Et nous savons que près de 90% de la croissance économique mondiale sera générée
hors de l'Europe dans les 10 à 15 prochaines années. C'est la raison pour laquelle ce ne sont que les acteurs possédant un certain poids, tels que l'Union européenne, qui arriveront à jouer des coudes avec des géants comme la Chine, les États-Unis et la Russie. Ensemble, nous arriverons à survivre et à jouer un rôle important. Je voudrais vous rappeler ce que Mario Draghi a dit. Il a dit que ceux qui prônaient l'indépendance avaient tort. Et je voudrais citer John Locke, philosophe britannique, qui a dit que la vraie souveraineté, ce n'est pas d'avoir le pouvoir de faire la loi, mais plutôt d'être en mesure de contrôler les résultats et de répondre aux besoins des citoyens, donc la paix, la sécurité et l'approvisionnement public. Et nous pouvons assurer cela qu'en étant une puissance régionale réelle. Autrement dit, nous pouvons arriver à nos objectifs que si nous continuons à travailler en vue d'atteindre nos objectifs communs. En ce sens, le rôle de la société civile dans les négociations et relations commerciales est important. Les partenaires sociaux, la société civile organisée sont très importants et il faut les impliquer dans les négociations, dans la mise en œuvre et dans la surveillance des politiques. C'est extrêmement important. Heureusement, l'Union européenne l'a bien compris et prévoit toujours, ou presque, un chapitre social ou sociétal dans les négociations où l'on prévoit l'implication des organisations de la société civile sur une base régulière. Car ce n'est qu'à travers l'inclusion complète des acteurs socio-économiques et de la société civile que l'on parviendra à assurer que les accords d'investissement et d'échange bénéficient à tous et soient soutenus par tous. Et maintenant, permettez-moi de passer à la question du Brexit. C'est un jeu perdant, me semble-t-il, pour ne pas dire une tragédie perdant-perdant. Si nous passons à la question des relations entre l'Union et le Royaume-Uni, je salue le travail de notre négociateur, Michel Barnier, qui a réussi à garder l'Europe unie dans ces 2 années et qui a réussi à définir un agenda, un ordre du jour avec nos amis britanniques et qui a réussi à atteindre un objectif en bout de course qui est assez contesté par certains au Royaume-Uni, mais sans qu'ils ne proposent d'alternative. J'ai écouté avec intérêt les interventions de Lord Whitty et je ne sais pas très bien, je ne suis pas sûr de ce qui se produira à l'avenir. Est-ce que le Royaume-Uni va vraiment quitter l'Union européenne le 31 octobre? Qui sait? Quoi qu'il se passe, je suis tout à fait d'accord, ce sera une situation où nous serons tous perdants. Partir sans accord d'un point de vue commercial causera de gros dommages à l'économie britannique, car le commerce avec l'Union européenne sera gêné par des barrières et des tarifs. La croissance économique risque de s'arrêter en 2019. L'impact du vote de juin 2016 a été le suivant. Les investissements ont diminué et cela traduit ce qu'il se produira pour l'avenir du Brexit. Quelle que sera la conclusion, le Brexit ou le Brexit, comme je le dis toujours, le plus grand problème est l'augmentation du niveau d'incertitude qui va poser beaucoup de soucis aux marchés et aux entreprises. David Cameron l'a dit, le Brexit, c'est pour les riches dans notre pays qui peuvent se permettre la récession. Et c'est surtout la classe moyenne et les plus pauvres qui ont voté pour le Leave, pour quitter l'Union européenne. Il est toujours difficile de prédire l'avenir des relations entre l'Union et l'UE après 2019. Et nous nous rendons compte que 3 ans après le référendum de Cameron, nous sommes toujours au milieu de nulle part. Mais une chose est sûre, quel que soit le résultat du processus du Brexit, quoi qu'il se passe après le 31 octobre, durant la période de transition, s'il y en a une, ou dès que nous nous serons mis d'accord sur l'avenir
de nos relations. Le CESE est prêt à poursuivre ses relations avec la société civile britannique qui ont été développées depuis 47 ans. C'est un engagement que je répète ici fortement. En tant que CESE, nous nous associons au paragraphe 125 de la déclaration sur les relations entre l'Union et le Royaume-Uni. Il s'agira d'encourager le dialogue civil. Le CESE est prêt à effectuer sa part du travail parce que nous ne pouvons pas effacer près de 50 ans de vie commune, économique et politique. Je me réjouis de coopérer avec la Commission afin que l'on inclue des dispositions dans l'accord futur en vue de veiller à mettre sur pied un organisme consultatif de la société civile. Et personnellement, j'espère qu'un organe similaire sera créé au niveau du Parlement. Cela permettrait d'assurer de manière très efficace l'organisation de la société civile en vue de permettre à la société civile organisée de discuter des questions d'intérêt commun dans tous les domaines politiques et de faire passer ces messages aux partis à l'avenir. Et j'espère que la société civile aidera à préparer une révision de ce divorce à l'avenir. L'ancien président de la Banque d'État de l'Inde a dit que le Brexit était un pas en arrière puisqu'il s'agit de passer du être connecté à être seul. Je pense que la société civile peut fournir un lien pour que nous restions connectés entre Union européenne et Brexit et Royaume-Uni après le Brexit. Et nous pouvons renforcer les connexions dans la mesure du possible. Et je suis triste de quitter votre session cet après-midi, mais je me rends à Belfast en vue d'ouvrir l'un des centres de la coopération future avec la société civile nord-irlandaise. Parce que la question la plus problématique est l'Irlande du Nord qui pourrait rouvrir une guerre civile en Europe si cela dégénérait. Donc nous serons là. Nous ne remplaçons pas le rôle des négociateurs. Nous ne pouvons pas les remplacer. Mais nous allons dire aux églises, aux employeurs, à la société civile et aux différents acteurs sur le terrain que nous sommes là aujourd'hui et que nous sommes prêts à le rester après le 31 octobre en vue d'être proche du terrain, en vue de consolider le processus de paix. Merci beaucoup. Merci à deux reprises. Tout d'abord pour votre discours du jour et ensuite pour votre contribution à la conférence gouvernementale sur le semestre européen le mois dernier. Je tiens à insister sur le fait que la Roumanie a préparé 14 propositions en cas de non-accord, de Brexit sans accord. Donc, il y a trop de collègues qui souhaitent s'exprimer. 29. Je vous propose de vous en tenir à 2 minutes. Je ne ferai que vous donner la parole, mais 2 minutes, s'il vous plaît. Tout d'abord pour la Suisse. Hans-Peter Portmann, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers amis européens, chers collègues. On ne parle pas toujours des relations commerciales entre l'Union, les États-Unis et le Royaume-Uni. Non, il y a aussi des relations commerciales entre la Suisse et l'Union européenne. Et comme vous le savez, nous sommes en train de négocier, ou plutôt de discuter, d'un accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne. Et ces discussions ne partent plus sur une bonne base depuis la semaine dernière. Nous sommes dans une certaine escalade. L'Union ne donne plus la possibilité aux bourses suisses de bénéficier des intermédiaires européens. La Suisse fera la même chose la semaine prochaine. Les intermédiaires européens ne pourront plus commercer dans les actions suisses. Bon, nous sommes bloqués dans une impasse, mais personne ne veut de cette impasse et cela ne générera que des perdants d'ailleurs. Mesdames et messieurs, vous pourriez dire que la Suisse est un petit pays, mais n'oubliez pas que la Suisse prend ses responsabilités en Europe, comme tous les autres pays.
La Suisse n'est pas un si petit pays. Il y a plus d'1 milliard d'euros de volume commercial entre la Suisse et l'Union européenne au quotidien. L'Union bénéficie de 14 milliards d'excédents commerciaux avec la Suisse et la Suisse de 40 milliards. Et la Suisse est le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne. Avec 980 milliards d'euros, c'est le deuxième investisseur dans l'Union européenne. La petite population suisse de 8,5 millions de personnes est capable de donner 2,5 millions d'emplois aux citoyens européens en Suisse et hors de la Suisse. Et les projets de développement suisses se retrouvent dans 13 pays de l'Union européenne. En Roumanie, par exemple, la Suisse a des projets dans les soins de santé pour les enfants et la Suisse organise le service de sauvetage aérien roumain. Le Parlement suisse a annoncé sa volonté de soutenir les pays d'Europe du Sud avec différents montants assez importants. Chers collègues, chers amis, nous devons développer des relations durables entre la Suisse et l'Union européenne. Et nous avons besoin du soutien de la France, de l'Allemagne, de la Croatie, du Luxembourg, etc., qui viennent de rentrer une demande pour que l'on parle des relations entre la Suisse et l'Union européenne dans la COSAC. Et j'espère que vous soutiendrez cette demande. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, nous allons écouter M. Peter Strobel du Conseil fédéral allemand. Madame la Présidente, chers collègues, l'évolution des relations commerciales internationales est essentielle pour l'avenir de l'Union européenne. Bien entendu, il s'agit d'assurer notre prospérité économique. Dans l'Union européenne, il y a 31 millions d'emplois qui dépendent de l'exportation. Les répercussions des exportations et des importations, donc du commerce, sur la stabilité européenne sont bien connues. Le développement des relations commerciales demande la pose de jalons extrêmement importants. Nous défendons une politique basée sur les valeurs, nous défendons la liberté, l'état de droit, la liberté, nous défendons la dignité humaine. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne sont des géants économiques. Et l'Union européenne est le seul acteur qui défend de manière cohérente ces valeurs. Malheureusement, les administrations actuelles aux États-Unis travaillent plutôt dans le domaine du protectionnisme et préfèrent miser sur le multilatéralisme plutôt que la coopération. Je me suis rendu à Shanghai il y a quelques semaines et en Chine, j'ai rencontré des représentants de la nouvelle route de la soie. C'est assez impressionnant de voir les sommes colossales que la Chine investit dans ces projets, mais ce que l'on remarque ici, c'est qu'il ne s'agit pas non uniquement de projets économiques. Le projet a une dimension politique également. Soyons prudents, le protectionnisme populiste et le capitalisme d'État autoritaire donnent toute leur importance à la politique économique européenne dans le cadre de la mondialisation. L'Union européenne doit défendre ses intérêts et nous devons continuer à travailler avec le Royaume-Uni après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Royaume-Uni a toujours été une voie pertinente qui s'est engagée pour l'économie de marché et la démocratie dans le monde, et nous en aurons besoin encore demain, de préférence dans le camp de l'Union européenne. Lorsque nous réfléchissons aux relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, nous ne devons pas nous laisser déborder par le chaos du Brexit. Nous devons penser à nos intérêts stratégiques qui sont communs et nous devons travailler en vue de développer une politique conjointe et nous devons assurer le respect des droits de l'homme, de l'état de droit et de nos valeurs européennes. Merci beaucoup, chers amis. Je vous demande de respecter le délai de 2 minutes. Écoutons maintenant notre collègue de l'Assemblée nationale slovène, M. Andrej Raj. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Demain, nous fêterons le 28e anniversaire de notre déclaration d'indépendance.
C'est-à-dire, nous fêterons le moment où nous avons choisi de quitter un pays de plus en plus populiste et un pays dans lequel la voix des petites nations n'était pas entendue. La démagogie faisait également rage dans cet État que nous avons quitté. Nous devrions nous inquiéter du poids croissant de l'extrême droite. Nous devons faire en sorte que la voix de tout un chacun soit entendue. Et en vue de relever ces défis, nous devons rester unis dans le domaine de la migration, dans le domaine du vieillissement de la population. Nous devons être unis dans nos relations avec la Chine. Nous devons être unis face au changement climatique. Il n'y a pas de réponse toute simple. En matière de frontières internes, en matière de défis divers et variés, nous devons avancer différemment. La menace est là. Nos frontières internes risquent de se fermer. Je pense à la frontière entre la Slovénie et l'Autriche, où il y a de plus en plus de contrôle à la frontière, ce qui rend les entreprises slovènes moins compétitives. En effet, les temps d'attente aux frontières sont très longs, ce qui est problématique pour nos entreprises. Autrement dit, la sécurité sociale d'une série de familles slovènes, d'une série de citoyens slovènes est mise en cause. Le Brexit doit être traité de manière unie. Nous devons nous concentrer sur les frontières externes et les frontières internes doivent rester des frontières internes. Mais nous devons veiller à ce que la voix de tout un chacun soit entendue afin que tout un chacun puisse être pris en compte. C'est la raison pour laquelle je voudrais remercier nos amis britanniques pour leurs interventions et j'espère que les relations entre le Royaume-Uni et l'Union resteront positives et cordiales. Merci. Merci. Et maintenant, l'un des membres très importants de la Troïka, M. Reinhold Lopatka d'Autriche. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Permettez-moi de vous livrer quelques pensées sur ce sujet important. Lord Whitty a évoqué la situation commerciale qui a pâti de les tensions actuelles ces dernières années. Nous vivons dans un monde de plus en plus concurrentiel. Il est donc important que l'Union européenne, avec ses marchés très importants, puisse être confiante envers l'avenir et puisse se positionner en tant qu'acteur international, particulièrement dans ses relations avec les États-Unis et la Chine, comme l'a dit le collègue Peter Strobel. Et nous devons nous concentrer sur la recherche et l'évolution. Et nous devons être à la pointe de la numérisation. Nous avons perdu ces dernières années notre position de pointe. Nous sommes un pays d'exportation et nous nous inquiétons face aux mesures protectionnistes que l'on constate aux États-Unis, mais également dans d'autres parties du monde. Cela ne fait que renforcer l'insécurité et cela pourrait coûter des emplois au final. D'ailleurs, en matière de commerce international, nous sommes heureux d'avoir pu négocier l'accord CETA avec le Canada et nous étions déçus de ne pas avoir atteint d'accord avec les États-Unis. Lord Whitty l'a dit, les intervenants précédents également. L'accord avec le Japon est très important et j'espère que les négociations avec Mercosur et la Nouvelle-Zélande et l'Australie seront couronnées de succès. Des liens économiques forts sont très importants en matière de changement climatique, de droits de l'homme et de migration. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être les plus proches possibles, surtout avec le Royaume-Uni. Nous ne devons pas oublier que le Royaume-Uni reste l'un de nos plus grands partenaires commerciaux et l'un de nos plus grands partenaires en matière de sécurité. Merci. Merci. Écoutons maintenant Igor Peček de Slovénie. Merci, Madame la Présidente. Et bonjour à tous au nom de la délégation slovène. Je tiens à insister sur ce que mon collègue Rare a déjà dit.
La Slovénie est un pays dont le marché intérieur n'est pas très grand. D'où l'importance des accords commerciaux au niveau de l'Union européenne, comme l'a été l'adhésion de la Slovénie au marché intérieur il y a 15 ans. Les accords internationaux nous ouvrent les portes vers de nouvelles opportunités commerciales. Et ils permettent également de réduire les procédures administratives tout en protégeant les investissements. Cet élément était important par le passé, certes, mais il le reste toujours pour les négociations en cours. Nous le savons tous, bien entendu. C'est la raison pour laquelle la Commission des affaires européennes de notre Assemblée nationale s'est penchée avec attention sur ces sujets. Le gouvernement slovène a évoqué nos inquiétudes au Conseil et également durant les discussions qui ont mené à l'avis 1/17 de la Cour des comptes. Et nous pensons que la voix du Parlement doit toujours être entendue. Il faut suivre en permanence toutes les procédures sur les accords mixtes ainsi que sur les accords qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne. Nous devons nous engager, ce qui permet d'envoyer un message clair à nos citoyens. En ce qui concerne le Brexit, la solution, quelle qu'elle soit, permettra, nous l'espérons, d'assurer un environnement stable. Et nous souhaitons conserver la coopération la plus étroite entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour le bien de tout un chacun. Merci. Écoutons maintenant notre collègue, le professeur Heribert Hirte du Bundestag. Madame la Présidente, merci. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé sur l'accord de retrait, surtout notre collègue Barnier et la Commission européenne. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé sur ce dossier. En tant que parlementaire, vous l'avez dit, nous aurions aimé pouvoir participer plus largement encore. Nous espérons un accord de sortie, mais nous devons nous préparer à un éventuel non-accord. 3 choses donc à ce sujet. Il faut protéger la confiance. Nous devons protéger la confiance. Il s'agit d'une base juridique qui doit s'appliquer au Royaume-Uni et au reste de l'Union européenne. Et nous devons donc veiller qu'à l'avenir, ce principe de protection de la confiance et ce principe de préservation de ce qui a été atteint soit un point de départ. Deuxième chose, les relations commerciales. L'un des plus gros problèmes était la réglementation des relations financières entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Pour moi et pour de nombreux collègues, l'accord de retrait du Royaume-Uni est importante, mais même s'il n'y a pas d'accord, les engagements financiers du Royaume-Uni resteront, car tout cela est justifié par les traités actuels. La Cour de justice, d'ailleurs, est tout à fait d'accord avec nous, et les collègues britanniques doivent le savoir, tout comme les citoyens britanniques, parce que sinon, nous risquons de nous enferrer dans des débats qui empêcheront tout accord. Et le troisième point que je souhaiterais soulever, c'est ce sont les relations commerciales. Vous savez que nous avons mené de grandes discussions pour le CETA, pour le TTIP, et ce qui est important, c'est que la Commission arrive au même résultat que le CETA dans nos négociations. En cas d'accord avec le Royaume-Uni, il faut se baser sur ces normes que la Commission a défendues lors de l'accord. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, notre collègue Terry Lydon, qui est très intéressé par le sujet. Merci, Madame la Présidente. Alors, vous le savez, l'Irlande sera le membre de l'UE qui sera le plus affecté par le Brexit. Nous le savons tous à cause de nos relations politiques, économiques et commerciales très resserrées avec le Royaume-Uni. Tous les États membres subiront l'impact d'une manière ou d'une autre. Nous ne serons pas les seuls, bien sûr. Si et quand le Royaume-Uni quittera l'UE. Bon, nous sommes affectés déjà par l'incertitude dans le domaine agroalimentaire.
Et il faut anticiper sur le choc. Le gouvernement se prépare au Brexit dans notre pays. Les entreprises s'assurent de se préparer au mieux dans les circonstances qui nous occupent. Et je voudrais dire que la solidarité des autres 26 autres États membres de l'UE par rapport à l'Irlande est encourageante. Il faut bien le dire. Et le gouvernement irlandais remercie les autres États membres pour leur soutien, y compris la Roumanie, bien sûr. Ce qu'a dit Lord Whitty est très intéressant et très encourageant dans la situation qui nous occupe. L'accord de retrait a fait l'objet d'un accord, a été accepté par le Conseil européen et on ne peut pas le renégocier, c'est notre position. Nous regrettons que l'accord de retrait n'ait pas été ratifié par le Parlement du Royaume-Uni, pas encore en tout cas, et nous espérons que l'on trouvera une porte de sortie de cette impasse politique. Je pense qu'il y a une solution et je pense qu'éventuellement le gouvernement du Royaume-Uni pourrait demander une extension parce que les délais sont trop serrés pour qu'une solution soit trouvée avant que les nouvelles présidences soient nommées, la nouvelle commission soit en place. On a besoin pour la nouvelle commission de temps pour ménager un espace à l'imagination pour complètement. L'Irlande représente 1% de l'opinion publique, mais elle sera la plus impactée. Et dans l'UE, nous trouverions une solution. Un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, avec le soutien de l'UE. Merci. We thank you. Nous vous remercions aussi et nous espérons tous qu'une solution sera trouvée, bien sûr. La Bulgarie, Imren Medova, qui va prendre la parole donc. Merci, Madame la Présidente. La Bulgarie soutient le travail de l'Union européenne sur cette stratégie en vue de l'adoption de nouvelles règles commerciales pour face aux réalités du XXIe siècle dans le cadre OMC et dans le cadre bilatéral. La politique commerciale de l'Union devrait garantir des bénéfices mutuels pour tous, à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE. Elle se doit d'être ambitieuse, mais l'UE doit se protéger contre les pratiques non équitables provenant d'autres pays. M. Barnier et ses équipes ont négocié un accord Brexit et je crois que c'était le meilleur résultat que l'on puisse obtenir dans les circonstances. Et ceci permet aux consommateurs et aux entreprises de s'adapter lors de la période de transition, s'adapter à une nouvelle réalité post-Brexit, en permettant une transition sans à-coup vers de nouvelles relations. Et je crois que les relations pourraient être quasiment aussi resserrées qu'actuellement. Le Royaume-Uni resterait un partenaire très proche, c'est clair, avec ou sans Brexit. Nous avons besoin d'un accord audacieux pour l'avenir qui se fonde sur la sécurité et le commerce, dans l'intérêt des deux parties d'ailleurs. Les droits des citoyens constituent une priorité majeure pour nous en Bulgarie et devraient être totalement garantis après le Brexit. Il faut insister sur une liberté de mouvement ambitieuse basée sur une vraie réciprocité et sur le principe de non-discrimination entre États membres. Il faut un certain degré de coordination, bien sûr, dans le domaine de la sécurité sociale et de la reconnaissance des compétences et qualifications. Nous protégeons les intérêts de nos citoyens au Royaume-Uni, mais aussi des citoyens du Royaume-Uni dans l'UE et en Bulgarie. Merci. We thank you. Merci beaucoup. Je donne la parole à Jared Crowell du Sénat irlandais. Monsieur Crowell. Merci, Madame la Présidente. Je voulais remercier tous ceux qui ont contribué au débat, ainsi que tous les parlementaires qui ont pris le temps de venir en Irlande pour voir notre situation exceptionnelle. Notre frontière constitue une question, et je vais en parler dans quelques instants. Mon collègue a parlé du besoin de plus de temps pour le Royaume-Uni. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que ces marches arrêts, ces coups de frein constants posent des problèmes pour les matières premières importées du Royaume-Uni, ou les exportateurs qui doivent louer des entrepôts pour stocker des biens en attendant de savoir où nous allons aller, s'il y aura cette course à l'abîme, à la falaise ou pas. Et c'est très déstabilisant pour une économie de s'apercevoir que vous
constituez des stocks, vous les perdez. Non. Alors, il faut des relations fortes avec le Royaume-Uni. Les Irlandais ont eu plaisir à aller au Royaume-Uni travailler. Moi, à l'âge de 15 ans, je suis allé travailler au Royaume-Uni. J'y étais fort bien traité. Cette relation, en aucun cas, ne doit mettre en péril le statut européen, la stabilité européenne. En aucun cas, il ne faut que ceci arrive ou gêne la libre circulation. En aucun cas, il ne faut que ceci donne lieu à une frontière installée dans nos ports en Irlande. On nous a dit qu'on pourrait solutionner le problème en mettant en place des contrôles dans nos ports. Dès l'instant où nous le ferions, nous nous placerions hors de lieu. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. En aucun cas, je ne peux non plus mettre en péril le marché unique qui est essentiel pour l'UE. Je suis un Irlandais fier, mais je suis aussi un Européen fier. Nous n'avons jamais eu de frontières dures dans notre histoire. Et il faut faire face à ce problème. Nous souffrons de contrebande. Il y a toujours eu de la contrebande dès l'instant où nous sommes devenus une république. Et si nous remettons en place une sorte de contrôle aux frontières sur nos routes, ces contrôles se militariseront comme par le passé et la contrebande reprendra. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est qu'une carcasse de bœuf puisse voyager et aller dans n'importe quelle capitale européenne. Vous savez, vous avez tous entendu parler de l'accord du Vendredi Saint, j'en suis sûr, mais cet accord du Vendredi Saint, c'est ce qui conserve, ce qui garantit notre statut à l'heure actuelle, ce statut de paix. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une mère en Irlande du Nord, une mère à qui on avait dit d'amener son fils à un carrefour pour... à qui on avait tiré dans le genou parce qu'il avait participé à des actions terroristes. Donc, vous savez, il ne faut pas réactiver ces groupes terroristes parce qu'ils sont toujours dans le paysage. Le système politique en Irlande du Nord est détruit. Il a été exploité par une minorité conservatrice au Royaume-Uni. Et le système politique n'est plus en syntonie avec la société civile d'Irlande du Nord. La société civile veut une solution qui permette à l'Irlande de rester en Europe. Les membres de la société civile en Irlande du Nord ont droit à un passeport irlandais. Alors désolé, je dépasse le temps qui m'est imparti, mais je pourrais dire encore des centaines de choses. Je sais bien que nous avons le soutien plein entier de l'UE. Et enfin, je dirais qu'on ne peut pas renégocier l'accord. L'accord, c'est l'accord et point à la ligne. Merci beaucoup. Il est important que nous comprenions bien ce qu'il en est. Donc voilà pourquoi je vous ai permis de parler plus longtemps. Mais s'il vous plaît, de grâce, restez-en au temps imparti, aux 2 minutes. Je donne la parole au collègue des Pays-Bas, Anne Mulder. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'il est important que nous cherchions à avoir les relations les plus intensives possibles avec le Royaume-Uni. 2 choses, tout d'abord. Pour l'instant, si tout se passe bien avec le Royaume-Uni, certains États vont dire oui, mais il ne faut pas que ça aille trop bien avec le Royaume-Uni parce que sinon nous allons aussi quitter l'Union européenne. Mais si ça se passe mal avec le Royaume-Uni, c'est très mauvais également pour l'Union européenne car nous aurions un pays important de l'Union européenne, enfin de l'Europe plutôt, qui serait faible. Je pense que nous devons veiller à avoir de bons accords commerciaux. Il faut que nous complétions le marché intérieur pour les services et pour le numérique. Je m'inquiète pour le Royaume-Uni. L'un des principaux candidats pour devenir Premier ministre au Royaume-Uni a eu des problèmes avec sa voisine et lui, il dit que l'on peut éviter les tarifs même sans accord. Mais ça ne va pas, ce n'est pas vrai. Et évidemment, avec ce genre de personnes au Royaume-Uni, on ne pourra pas conclure d'accord. Donc je pense, je vais demander à monsieur Lord Whitty, ce que nous pouvons faire, nous devrions peut-être déconstruire les mythes qui nous aideraient à mieux négocier. Merci. Thank you very much. And now... Merci. La collègue de la Tchéquie, Andrej Benesek. Merci beaucoup de me donner la parole, Madame la Présidente.
La Commission des Affaires européennes de la Chambre de Tchéquie a participé à cette discussion sur les accords commerciaux internationaux. Nous félicitons que ce débat soit repris. Nous avons suivi les négociations, nous avons discuté aussi au plan national, au niveau des ministères, et gardé le lien avec la Commission européenne. Nous avons aussi parlé avec nos homologues de l'autre côté de la table de négociation récemment. Nous avons eu des contacts intenses avec le Mexique, par exemple. Et nous avons aussi parlé du TTIP, du CETA. Il est essentiel que ces accords contiennent des dispositions qui vont au-delà du cadre des accords habituels, c'est-à-dire pour ce qui est de la mise en œuvre du droit international et pour favoriser la stabilité de l'état de droit. Il est aussi primordial que nous nous concentrions sur la lutte contre le dumping social et le dumping environnemental au niveau des pays tiers. Ceci va de pair avec le débat sur le changement climatique. L'Union européenne ne fait pas partie des plus grands pollueurs puisque nos règles sont très strictes en la matière, nos normes sont strictes. Et nous mettons la pression sur nos partenaires d'affaires. Certains de nos partenaires sont de gros pollueurs et il est donc important pour nous, en tant qu'Union européenne, d'exercer des pressions à ce niveau. L'Union a un rôle clé à jouer d'ailleurs. Le fait de créer nos propres règles qui sont déjà très strictes, et même si nous les rendons plus strictes, ça n'apportera rien de nouveau. Nous devons nous assurer qu'il y a un véritable changement dans des pays en Chine ou en Inde. Par exemple, l'Union européenne se comporte bien sur le plan environnemental et nous devons nous assurer que les entreprises ne quittent pas l'UE pour s'installer dans d'autres pays où les règles en termes d'environnement ne seraient pas si strictes. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. La France, le représentant, Monsieur Jean Bizet pour le Sénat. Madame la Présidente, mes chers collègues, l'Union européenne représente le premier espace commercial dans le monde. C'est sa première force. La Commission européenne, sous le contrôle du Conseil et du Parlement, détient sur ce sujet une compétence exclusive. C'est sa seconde force. Avec les États-Unis et la Chine, l'Union européenne est donc un acteur majeur du commerce international. Celui-ci, malheureusement, traverse une crise majeure. Cette crise est multiforme. Elle est d'abord politique. Les décisions unilatérales agressives l'emportent désormais sur l'approche multilatérale qui a permis au commerce pourtant de se développer et aux économies de prospérer. La poursuite et l'élargissement d'une telle guerre commerciale seraient dévastateurs pour l'économie et l'emploi. En second lieu, la crise est ensuite institutionnelle. L'Organisation mondiale du commerce est en péril. Or, cette organisation incarne une façon civilisée d'établir des règles communes et des procédures pour les faire respecter. L'Union européenne doit continuer de s'impliquer fortement avec d'autres acteurs, je pense au Canada et au Japon, pour moderniser cette organisation qui en a besoin et pour la renforcer dans le futur. Troisième observation dans ce contexte très difficile, l'Union européenne négocie et conclut des accords de libre-échange bilatéraux. Ils sont ambitieux, porteurs d'espoir, parfois aussi d'inquiétude. À l'heure où les parlements nationaux n'auront plus à les ratifier, il est bon que la Commission européenne ait su renforcer la transparence des négociations et dès avant pratiquement leur lancement. Rien ne peut se faire sans ouverture. Ouverture aux parlementaires, ouverture aux entreprises, ouverture à la société civile. C'est là un enjeu majeur pour associer pleinement les citoyens à une politique trop souvent suspectée, malheureusement de mauvaises intentions. Enfin, l'agenda de l'Union européenne portera à partir du 1er novembre prochain sur les relations commerciales futures avec le Royaume-Uni. La déclaration politique annexée à l'accord de retrait, pour le moment non ratifié par le Parlement britannique, en avait jeté les bases et les principes, mais sans accord de retrait, quel sera le contenu d'un quelconque accord de commerce si, au surplus, le Royaume-Uni décidait de ne pas honorer ses engagements financiers? Voilà donc une incertitude supplémentaire dans un environnement commercial qui reste très imprévisible. Or, comme il a été dit à plusieurs reprises ici ce matin, il n'y a rien de pire que l'incertitude dans les affaires. Je soutiens donc notre collègue irlandais Gérard Craughwell. Il est urgent
de prendre une décision. Merci. Merci bien. Thank you very much. And now, Merci beaucoup. Angelos Votsis pour Chypre. Chers collègues, sans aucun doute, la mondialisation a donné une augmentation des volumes commerciaux. C'est un domaine où l'UE a un rôle important à jouer en tant qu'acteur majeur par le biais de ces accords avec les pays tiers. Dans le cadre de ces accords commerciaux complexes, je pense que les parlements nationaux, qui sont des instances élues, plus proches des citoyens européens, eh bien, ces parlements ont un rôle à jouer avec le Parlement européen afin de faire un effort pour favoriser l'implication des parlements nationaux dans ces procédures en maintenant un dialogue constant avec la Commission européenne, conformément à la recommandation de 2018. Ceci ne peut se faire que par la transparence dans le cadre des négociations dans l'intérêt des citoyens européens, conformément à la résolution du 30 mai 2018 du Parlement. Au nom de la délégation de Chypre, je voudrais vous rappeler que l'observateur de Turc, qui représente un pays qui voudrait rejoindre la famille de l'UE, qui a fait référence aux problèmes bilatéraux avec Chypre, qui, selon lui, ne devraient pas être intégrés au débat de l'Union européenne. Alors, je voudrais rappeler à ce collègue que les obligations de l'Union européenne inhérentes à ces dispositions, la Turquie n'a pas encore respecté ses obligations. Et ceci relève de l'UE. Ces problèmes bilatéraux, comme vous les appelez, renvoient à l'occupation depuis 1974 de 30% du territoire de la République de Chypre, ce qui va à l'encontre des règles internationales et décisions de l'UE et des Nations Unies. Ce que vous appelez un programme bilatéral renvoie à une intervention illégale il y a quelques jours de la Turquie qui a fait des forages dans la zone internationale, dans la ZEE, ce qui a donné lieu à une réaction de l'UE qui prépare des mesures contre la Turquie si elle n'arrête pas ce genre d'intervention. Tout de suite, si la Turquie veut se rallier à la famille de l'UE, il faut respecter déjà le droit international et les membres de cette famille européenne. Merci. thank you very much. And now, Et maintenant, je donne la parole à Mark Angel pour le Luxembourg. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions de notre Parlement sur les questions liées au commerce international. Et c'est des réflexions qui sont partagées pas seulement par la majorité parlementaire, mais pratiquement par toute l'opposition. Nous soutenons au Luxembourg tous les efforts au sein de l'Union européenne et de l'OCDE pour aboutir à une politique commerciale ouverte, équilibrée et responsable, mais surtout en pleine conformité avec les 17 objectifs du développement durable. Et je remercie d'ailleurs M. Luca Yaher, le président du Comité économique et social, d'avoir souligné l'importance de cet agenda 2030 que tous les pays ils ont adhéré volontairement en 2015. En outre, le Luxembourg soutiendra des initiatives européennes pour renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises transnationales dans la gestion de leur chaîne d'approvisionnement et s'engagera au niveau européen pour une législation contraignante et effective. Dans ce contexte, je rappelle qu'en 2015, nous avons discuté en 2016 d'un carton vert présenté par la France, à l'époque par Mme Danielle Leroy. 8 parlements nationaux ont soutenu cette initiative. En outre, le Luxembourg continuera également à favoriser la mise en place d'accords de protection des investissements. Et en ce qui concerne le règlement des différends, le Luxembourg soutient l'établissement d'une cour multilatérale répondant aux mêmes normes d'indépendance et de neutralité que les autres juridictions internationales. Et le Luxembourg demandera au niveau de l'Union européenne une évaluation objective des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP, des accords que nous sommes en train de ratifier. Et dans ce contexte, M. Ravier a aussi souligné l'importance de l'agenda post-Cotonou 2020. En ce qui concerne l'ouverture des négociations avec les États-Unis en vue d'une conclusion de 2 accords commerciaux et dont le mandat a été donné à la Commission le 15 avril 2019, nous sommes très contents d'avoir quelques garanties
Premièrement, nous sommes contents que ce mandat rappelle que l'Union européenne cherche uniquement des accords avec des pays qui adhèrent aux accords de Paris. Et nous sommes aussi contents que les droits de douane sur les produits agricoles, qui incluent les produits alimentaires, sont spécifiquement exclus de la partie de ces accords. Voilà quelques idées sur lesquelles nous travaillons au Parlement luxembourgeois. Merci beaucoup. Thank you very much. And now we are coming back to... Bien, nous revenons à Chypre. Nikos Ketilos pour Chypre à nouveau. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Nous devons garder à l'esprit le fait que les accords commerciaux qui manqueraient de transparence impliquent un grand risque. Et ceci est un problème. Ceci risque de créer des faiblesses, des points de faiblesse et un manque de responsabilité des parties. Ce qui peut impliquer un risque en termes de droit du travail, en termes de protection de l'environnement ou de délits environnementaux ou encore sur le plan de la fraude fiscale. Je voudrais souligner le fait que les parlements nationaux, étant proches des citoyens européens, ont un rôle essentiel à jouer dans ce contexte pour faire en sorte que ces accords commerciaux soient plus démocratiques en fin de compte. Je voudrais reparler du Brexit aussi. La décision prise par les Britanniques visant à sortir de l'UE est une décision malheureuse qui reflète la déception des citoyens de l'UE par rapport aux politiques de l'UE. Et ce message clair devrait être dûment noté. Nous devons travailler d'arrache-pied pour que l'UE reste unie pour assurer la paix, la stabilité et la prospérité pour ses peuples. Notre collègue de la délégation turque a fait une référence. Alors, il ne faut pas se froisser de ces observations. Alors, au sein de l'UE, nous discutons et parfois nous sommes frustrés. Mais nous, par exemple, nous ne refaisons pas les élections quand le résultat de ces dernières ne nous satisfait pas. Thank you very much. And now I kindly invite... J'invite notre Annalie Hopp, notre nouvelle collègue, à prendre la parole, qui représente l'Estonie. Merci de me donner la parole. Je voudrais vous signaler au nom de la délégation estonienne. Je voudrais remercier la Roumanie pour l'excellent travail et pour tous les objectifs que vous avez réalisés en tant que président. Nous soutenons les priorités que vous avez définies et nous sommes engagés auprès de vous, et notamment pour ce qui est des relations commerciales de l'UE. Il est important pour l'UE pour l'Estonie que les relations avec les États-Unis ne subissent pas autant de tensions. Il y a aussi la réforme de l'OMC qu'il faut soutenir pour renforcer l'OMC. Nous sommes un petit pays et nous voulons des règles claires, des relations claires au plan international, qui soient bien définies et qui fassent l'objet d'accords précis. Ce qui est important aussi, c'est le thème du commerce en ligne. Les règles doivent progresser, doivent évoluer, et nous sommes un État très tourné vers le numérique et il faut que les petites entreprises puissent aussi bénéficier de la possibilité de diffuser leurs produits au plan international. Grâce au commerce en ligne, nous sommes favorables à déployer tous les efforts possibles pour avoir de bonnes relations commerciales avec le Royaume-Uni après le Brexit pour pouvoir continuer à coopérer dans une bonne atmosphère à l'avenir. Merci à vous. We thank you. And Merci, désolé, Lord Teverson. Ce n'était pas intentionnel de ne pas vous donner la parole. Donc, je vous présente à nouveau mes excuses et je donne la parole à Lord Robin Teverson. Merci, je ne suis pas du tout blessé. Le Royaume-Uni est toujours là, Madame la Présidente. Je voulais répondre rapidement à monsieur, aux commentaires qui ont été faits sur le changement climatique. Même si nous sommes une économie très propre, mais le CO2 des 100 dernières années vient d'Europe
et de l'Amérique du Nord, pas encore de Chine ou d'Inde. Alors, vous avez parlé de Brexit et je voudrais y revenir. Il y a des millions de gens au Royaume-Uni qui sont très déterminés et qui voudraient empêcher le Brexit. Alors, qu'il ait lieu ou pas, ces gens existent. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Bizet sur l'OMC et l'état de droit international, qui est très menacé par l'Amérique du Nord et le président Trump. Mais il y a aussi des problèmes particuliers. Il y a le problème de l'instance d'appel de l'OMC qui ne sera plus en mesure de fonctionner à partir de décembre, puisque deux membres devront être réélus, ne seront sûrement pas désignés par les États-Unis. Donc, en Amérique du Nord, nous voyons comment les accords sont renégociés, comme l'ALENA, sans qu'il n'y ait de véritable consultation avec qui que ce soit. Ceci met en péril le commerce avec le Mexique. Le droit de la mer des Nations Unies, là, bon, il y a le problème de la mer de Chine. La Chine essaie d'imposer ses règles en matière de territorial autour de ces îles artificielles. En Amérique, à nouveau, la présidence Trump fait que l'on a affaibli l'OTAN, ce qui est très important pour le Royaume-Uni. Et je suis sûr que pour la France et d'autres pays encore, et pour nos amis de l'Europe orientale, toutes ces questions constituent un défi par rapport à l'ordre mondial. Et il est très important que le plus grand bloc économique défende l'état de droit, les institutions internationales qui sont en place. Et voilà, c'est là l'une des missions essentielles de l'Union européenne pour moi. Merci. Merci. Nous avons encore 13 demandes de parole. Et 4 minutes devant nous. Donc, je vous demanderai comment il faut procéder. Parce que, est-ce que quelqu'un est prêt à se désister pour parler dans la session suivante? Parce que nous allons de toute façon traiter de sujets importants. On pourrait rogner 10 minutes sur la pause déjeuner. Alors, que faisons-nous? For instance, I would give the floor to the next. Je vais, dans l'entretemps, passer la parole au prochain intervenant, ce qui vous donnera le temps de la réflexion. En tout cas, je l'espère. Je passe maintenant la parole à notre collègue suédois, Monsieur Björn Wichler. Merci, Madame le Président, et merci à tous les collègues roumains d'une excellente présidence de nous accueillir ici et de nous proposer ces différents thèmes pour discussion. Sur le commerce international et le Brexit, je commence par le Brexit. Pour nous, les relations avec le Royaume-Uni doivent se préciser, mais pour y arriver, nous devons encore entendre le Royaume-Uni se positionner et nous dire ce qu'il souhaite à l'avenir. Et le Royaume-Uni ne s'est pas encore prononcé. Quoi qu'il se passe, il est important pour nous de maintenir une relation étroite de coopération avec le Royaume-Uni. Nous avons tous intérêt à ce que les deux parties aillent bien. L'Union européenne se portera mieux si le Royaume-Uni se porte bien. Et l'inverse est vrai également. Chacun devant prendre ses responsabilités, balayer devant sa porte et assumer ses responsabilités. Si vous faites partie du marché intérieur, vous ne pouvez pas non plus vous positionner en concurrence avec vos voisins. Vous ne pouvez pas prendre ce qui vous arrange et laisser ce qui ne vous plaît pas. Alors, les accords commerciaux constituent également une bonne façon d'arriver à un développement économique tout en créant des conditions où nous pouvons pousser en avant des normes en matière de travail élevées, des normes sociales, où nous pouvons œuvrer pour lutter contre le changement climatique. Et donc, il est important de pouvoir coupler le développement avec une meilleure distribution, répartition de la prospérité.
Je pense que la concurrence doit reposer sur l'innovation et qu'il convient d'éviter d'aller vers de faibles salaires et de mauvaises conditions de travail. Ça ne peut pas être une course vers les pires conditions. Merci. Alors, notre proposition de compromis est la suivante. Nous vous donnons 1 minute de temps de parole à chacun et vous pourrez réintervenir cet après-midi si vous avez d'autres choses à ajouter à votre temps rogné à 1 minute. Je donne maintenant la parole à Lord Charles Kinnell. Oui, merci, Madame le Président. Alors, permettez-moi, en sabrant dans cette intervention, de dire que je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Lord Whitty dans son intervention qui se détache un peu de la scène comme une licorne. Nous savons que si l'on ne se défend pas face au monde extérieur, on court le risque de disparaître comme les dinosaures. Nous savons que par rapport aux grands partenaires commerciaux, les États-Unis, avec l'administration Trump, a refusé de permettre de donner à l'organe d'appel les membres dont ils ont besoin pour fonctionner. Alors, nous savons qu'il n'y aura pas de ministériel avant l'année prochaine. Il y a des temps à respecter. Si nous ne pouvons pas travailler ensemble, Union européenne et Royaume-Uni, pour apporter une solution au fonctionnement de l'OMC, nous allons au-devant de problèmes commerciaux majeurs, indépendamment du fait que nous soyons au sein de l'UE ou à l'extérieur. Merci. Je passe maintenant la parole à M. Martin Kinnunen pour la Suède. Merci. Madame la Présidente, chers collègues, en tant que représentant d'un pays qui dépend des exportations, je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point il est important pour nous de surmonter les entraves et les obstacles commerciaux. Pour la Suède, la capacité à conclure des accords et à protéger le marché intérieur est absolument essentielle. Nous avons déjà obtenu des accords ambitieux avec le Canada, avec le Japon. Et il ne s'agit pas simplement de se débarrasser des tarifs, il s'agit également des obstacles non tarifaires qu'il convient également de faire disparaître. Je pense que ces accords sont des modèles à suivre pour les futurs accords que nous aurons à conclure. Cela dit, il reste encore certaines difficultés, notamment les relations industrielles que nous voulons avoir avec les États-Unis et le fait que nous voulons également une politique envers la Chine qui soit efficace. Car aujourd'hui, tout ce qui concerne le commerce avec la Chine est perçu comme une menace et nous devons nous préparer à des relations. Maintenant, je passe la parole à Madame Liliana Tanguy pour l'Assemblée nationale de la France. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Le contexte actuel du commerce international est marqué, ça a été dit tout à l'heure, par l'unilatéralisme américain et une quasi-guerre commerciale avec la Chine et dans une moindre mesure avec l'Union européenne. Cette dernière a réussi à suspendre jusqu'à présent la menace américaine de nouveaux droits de douane en acceptant d'ouvrir des négociations bilatérales sur les droits de douane applicables aux produits industriels et sur les règles techniques relatives à l'évaluation de la conformité. Ces négociations avec les États-Unis, dont l'ouverture est purement stratégique car elles ont peu de chances d'aboutir, s'ajoutent aux nombreuses négociations ouvertes et pour certaines déjà conclues par l'Union européenne avec ses principaux partenaires commerciaux. La partie s'annonce rude et la Commission européenne devra négocier fermement avec les États-Unis afin de retenir la main lourde du président Trump sur ses droits de douane. Par ailleurs, la France attache une grande importance à la prise en compte du développement durable et des effets sur l'environnement de la politique commerciale européenne. Et dans ce cadre, le gouvernement français porte de nombreuses propositions en ce sens au niveau européen, conformément à son plan d'action CETA qui sera prochainement discuté au Parlement européen et également conformément au plan de la Commission dans la matière qui a été présenté en février 2018. Enfin, en parallèle à ces marchés lointains sur d'autres continents, permettez-moi d'attirer votre attention sur les marchés européens qui ne sont pas encore réellement intégrés. À ce sujet, les Balkans occidentaux représentent un enjeu commercial, mais aussi politique, sur lequel nous ne sommes pas assez présents en tant que parlementaires.
C'est pourquoi de nombreux députés français proposent une contribution aux conclusions du prochain sommet de Poznan du processus de Berlin pour soutenir, dans ce cadre, la perspective d'une réunion interparlementaire. Cette initiative est déjà soutenue par de nombreux députés des États membres et je vous invite, chers collègues, à sensibiliser vos parlements respectifs à souscrire à cette proposition qui permettra, je l'espère, d'associer les populations et les représentants au dialogue du processus de Berlin dans tous les champs possibles de nos relations avec les pays des Balkans occidentaux et en particulier en matière économique et commerciale dans l'intérêt commun de la stabilité de l'Europe. Je vous remercie. 1 minute, please. 1 minute de temps de parole, s'il vous plaît. Je passe maintenant la parole à Monsieur Pierre-Henri Dumont. Merci Madame la Présidente. Avant d'évoquer les relations commerciales futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, il existe un préalable indispensable, celui de savoir si nous pouvons faire confiance à ce futur partenaire. La menace agitée par un candidat au poste de Premier ministre de ne pas respecter les engagements pris par son pays, en particulier sur la question du chèque de sortie que ce dernier menace de ne pas honorer, pose la question de la relative et de la relation de confiance que nous pouvons avoir demain avec nos amis britanniques. La COSAC doit réaffirmer qu'avant d'imaginer un début de négociation sur l'avenir des relations futures entre l'Union et le Royaume-Uni, les préalables définis et acceptés par tous doivent être respectés en matière de droits des citoyens, de frontières et d'aspects financiers. Ce préalable étant établi, si l'on doit se pencher sur la forme de nos futurs échanges, notre relation future, j'aimerais attirer votre attention sur 2 points. Tout d'abord, d'un point de vue pratique, la nécessité absolue de préserver la fluidité du trafic entre le continent et le Royaume-Uni. Cela veut dire s'assurer que les procédures imaginées puissent prendre en compte toutes les avancées technologiques afin de protéger le marché commun de l'entrée de biens non conformes aux standards écologiques, sanitaires ou sociaux de notre continent, tout en s'assurant que le trafic transmanche portuaire ou dans le tunnel sous la Manche reste compétitif et vigoureux sans être embolisé par des bouchons ou des contrôles superflus. Deuxièmement, il est absolument nécessaire de s'assurer qu'il n'existe pas de concurrence interne entre les ports de la Manche et de la mer du Nord de nos différents pays, et donc éviter qu'un dumping au contrôle soit organisé de façon volontaire ou non, afin de faire gagner des parts de marché à telle ou telle infrastructure portuaire au détriment d'un autre. Enfin, je conclus par là, je me permets d'attirer l'attention de la COSAC sur la nécessité d'inclure la question migratoire dans la relation future. Nous ne pouvons en effet tolérer que chaque nuit ou presque des passeurs abusent de la misère des migrants désirant se rendre au Royaume-Uni, leur faisant traverser sur des bateaux de fortune au péril de leur vie le détroit du Pas-de-Calais, 2e détroit le plus fréquenté au monde. Je vous remercie. Thank you very much. And Bien, merci. Madame Marina Berlingueri pour la Chambre des députés italienne. Désolée. Merci de nous avoir proposé une session sur la politique commerciale liée au pilier social. C'est absolument essentiel parce que nous avons besoin de ces marchés pour exporter nos biens et nos services. Le rôle de l'Europe dans ces questions est absolument essentiel, non seulement pour l'Europe, mais pour le reste du monde. D'abord parce que nous sommes au centre de ces négociations sur les normes en faveur des travailleurs, l'innovation, l'inclusion sociale, la défense des droits de l'homme et l'égalité des chances, veiller à l'environnement et lutter contre le changement climatique, qui sont des dossiers importants pour tous. Tout ce qui a trait aux questions économiques doit être mené à bien par l'Europe. Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Alors nous savons que d'une part, nous devons renforcer le socle social en augmentant les ressources et d'autre part, faire en sorte que ce socle social devienne également le centre des accords que nous négocions et qui traitent de politique commerciale. Il faut que l'Europe soit courageuse, qu'elle parle d'une voix sur ces différentes questions et qu'elle soit un acteur important sur la scène internationale face aux intérêts de certaines puissances qui, de par leur politique commerciale, menacent notre unité. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole à notre collègue croate, Domagoj Ajdokovic. Merci, Madame le Président. Même s'il est impossible de prédire aujourd'hui comment se terminera le Brexit, je voudrais attirer votre attention sur une question qui n'a pas été abordée à part par le collègue bulgare. C'est la question des forces vives, des travailleurs qui ont un impact sur le commerce et sur l'économie. Une bonne partie des citoyens britanniques vivent sur le territoire de l'Union européenne et une bonne partie également de nos populations se sont établies au Royaume-Uni et leur statut après le Brexit reste peu clair dans la mesure où il s'agit d'une
proportion importante de personnes, des travailleurs dont on ne sait pas encore quel sera le sort. Nous avons quelques 3 millions de citoyens britanniques qui vivent sur le territoire de l'Union européenne et une bonne partie également de nos propres citoyens se sont établis au Royaume-Uni. Alors, il faudra garder cela à l'esprit quand on discutera encore de la question du Brexit. Alors, c'est vrai que nous avons un État membre qui souhaite partir et d'autres qui frappent à la porte. Je pense à la Macédoine du Nord, je pense également à l'Albanie. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Bastiaan van Apeldoorn pour les Pays-Bas. Oui, merci, Madame le Président. Dans la contribution écrite, nous avons pu lire que la COSAC veut encourager la Commission à conclure des accords de libre-échange avec toute une série de pays de par le monde. Mais je voudrais demander aux collègues membres du panel d'être également conscients du fait qu'il y a bien sûr des avantages à ces accords, mais il y a également un coût qui est lié à ces accords. Nous avons des relents populistes un peu partout et nous savons qu'il y a les guerres commerciales, le défi du Brexit qui sont évoqués par ces mouvements populistes. Et je pense qu'il faut répondre en allant de l'avant avec la conclusion d'accords de libre-échange. Il y a des préoccupations également sur les aspects transparence et démocratie qui accompagnent ces négociations. Voilà pourquoi je pense que pour les prochaines négociations, il faudra aborder la question de la transparence et de la démocratie. Nous demandons donc à la Commission d'avoir des consultations publiques pleinement transparentes avant d'obtenir un mandat de négociation de façon à ce que les critères de responsabilité, de transparence démocratique soient également appliqués à la conclusion et la négociation d'accords commerciaux. Merci. Nous avons encore 4 intervenants et un déjeuner qui nous attend. Bernard Durkan pour l'Irlande. Thank you very much. Merci, Madame le Président. J'essaierai en 1 minute de dire ce que mes collègues ont fait en 4 minutes, mais je ne leur en veux pas. Alors, je dirais que je ne pense pas que des retards qui sont ceux que nous connaissons à l'heure actuelle apportent quelque chose aux négociations. Ce sont des situations qui sont dommageables pour le Royaume-Uni, l'Union européenne et l'Irlande. Alors, s'agissant des accords du Vendredi Saint qui ont été évoqués à plusieurs reprises, m'amène à dire que cet accord du Vendredi Saint est un accord où l'Irlande, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont pu marquer leur accord. C'est un accord important qui doit être maintenu et préservé. Quelqu'un a posé la question de savoir ce que le Royaume-Uni se proposait de faire à l'avenir, étant donné les arguments que l'on peut entendre parmi ceux qui s'opposent à cette solution. Nous pensons qu'à partir du moment où nous avons marqué notre accord sur un accord, il faut maintenir cet engagement et cet accord. Nous avons l'intention en tout cas de le faire. Mais ce qui est encore plus important, c'est le fait que, s'agissant de cette guérilla qui a littéralement dévasté l'Irlande, je pense que la pire des choses qui pourraient se produire, c'est justement de ne plus avoir d'accord et d'avoir de nouveau une frontière. Je repasse maintenant la parole à Monsieur Vitaliano Canas pour le Portugal. Oui, merci. Très rapidement, je voudrais rappeler que pour nous aussi, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est difficile à accepter, à appréhender, compte tenu des défis majeurs auxquels nous sommes tous confrontés. Mais dans la mesure où cette sortie est inévitable, nous devons bien évidemment continuer à maintenir des relations avec le Royaume-Uni et rester unis sur toutes les solutions qui ont pu être trouvées pour la frontière irlandaise. Nous nous sommes rendus sur place il y a peu et il est important qu'on ne revienne pas à une frontière dure, à une frontière physique. Et nous sommes aux côtés de nos collègues irlandais avant toute chose. Alors, pour ce qui est des accords qui ont été conclus avec le Japon, avec le Canada, je voudrais souligner l'importance de ces accords, mais aussi ne pas oublier l'importance d'un accord avec le Mercosur. Ce sont des pays qui partagent avec l'Europe bon nombre de caractéristiques culturelles et historiques, et il est donc essentiel de mettre les bouchées doubles pour arriver à conclure ces accords. Merci. Merci à vous. Je passe maintenant la parole à Martin Klus pour la Slovaquie.
Non? Non, il n'est pas là? Malheureusement, sans micro. Okay. Thank you, Madam Chair. Oui, merci, Madame. Je vais donc me donner la possibilité de m'exprimer dans ma langue maternelle. Merci de me passer la parole. Au nom de la délégation slovaque, je voudrais remercier la présidence roumaine de l'excellente organisation de nos délibérations. Alors, pour ce qui est du Brexit, au nom de mon Parlement, je voudrais souligner l'unité des 27 États membres que nous avons pu dégager sur ce dossier. Nous aussi, comme nos citoyens, nous aurions préféré que le Royaume-Uni choisisse de rester dans le sein de la famille européenne, mais il semblerait que les dernières évolutions au sein du Parti conservateur nous font craindre une sortie et un Brexit dur, avec les conséquences que cela risque d'avoir sur les relations commerciales et également le caractère plus négatif de ces relations pour l'avenir, avec d'autres éléments qui ont été abordés par mes collègues avant moi. Et donc, la question que je me pose est de savoir si l'Union européenne aujourd'hui est en mesure d'offrir une réponse à nos amis écossais ou d'Irlande du Nord qui doivent quitter l'Union européenne contre leur volonté. Que se passerait-il si ils décidaient de faire cavalier seul et de opter pour leur propre solution, tant économiquement que socialement? Merci. Dernier intervenant pour cette session, Monsieur Igor Spimenovs pour la Lettonie. Oui, merci. Je vais donc m'exprimer en letton. Très rapidement, je voudrais aborder la négociation des accords sur les investissements qui sont étroitement liés aux accords commerciaux. Ça peut amener un certain scepticisme, mais je pense qu'il est important de souligner l'équilibre qu'il y a lieu d'obtenir entre les intérêts des États membres et l'intérêt de l'Union européenne en mettant un frein à ces montées de populisme. Je pense que les gains à court terme sont évidents pour tous, mais ce que nous devons préserver, ce sont les gains sur le long terme en matière de compétitivité. Voilà pourquoi notre approche, à mon sens, doit surtout défendre le développement et l'évolution sur le long terme et éviter simplement de se concentrer sur le court terme. L'idée, c'est d'améliorer, bien sûr, la qualification de nos travailleurs et leur capacité à produire des produits européens pour éviter d'importer systématiquement des produits de l'extérieur. Nous devons pouvoir défendre nos intérêts en tant qu'Union européenne par rapport à nos partenaires étrangers. Je pense que les États membres doivent garder à l'esprit l'importance de leur compétitivité lorsque nous abordons des négociations commerciales. Merci. Merci à tous. Notre invité et intervenant, M. Jaillet, va devoir nous quitter. Voilà pourquoi je voudrais lui donner la possibilité, en 1 minute ou 2, de nous faire part de ses commentaires. Et l'autre membre du panel, Laure Whitty, reste avec nous. Et donc, s'il accepte ma proposition, je pourrais l'inviter en début de session de l'après-midi, après la pause déjeuner, d'intervenir peut-être pour faire quelques commentaires sur différents aspects liés au Brexit. Alors, si vous en êtes d'accord, je voudrais donner la possibilité à M. Jaillet d'intervenir avant son départ. Présidente, je serai télégraphique parce qu'à 2h30, je dois me rendre à l'aéroport. Un commentaire sur la question de Brexit. Je pense qu'un mot très important a été utilisé. On ne peut pas détruire la confiance dans cette relation. Mais la base de la confiance est très simple et très ancienne. Pacta sunt servanda. Si tout ce qu'on a fait ensemble jusqu'à présent vient casser d'une part, la confiance sera très difficile à maintenir pour faire les accords qu'on doit faire. Parce qu'on ne peut pas perdre une histoire et on a besoin d'un accord de toute manière pour la citoyenneté, pour le commerce, pour la sécurité et aussi pour continuer un chemin ensemble avec les Britanniques. Deuxièmement, pour ce qui concerne le commerce, je voulais simplement dire une chose très simple. Il ne s'agit pas simplement de continuer à garantir le bon travail que l'Union européenne a fait jusqu'à présent et garantir la défense de nos intérêts et nos valeurs qui sont fondamentales, mais il s'agit aussi de comprendre quelle sera la prochaine étape du commerce au niveau international.
J'étais en dîner de travail avec l'ambassadeur chinois à Bruxelles, auprès de l'institution européenne, jeudi dernier, en préparation d'une table ronde du Chine que je vais co-présider à Shanghai dans 2 semaines. Pour les Chinois, le multilatéralisme, c'est la priorité. La question est-ce que, je suis très content que pour les Chinois c'est la priorité, la question est-ce que nous les Européens, on veut laisser qu'aux Chinois le flambeau de défendre le multilatéralisme? Ou bien on veut être acteur priorité de cette défense avec eux, mais pour y apporter dedans les valeurs et les questions qui concernent les valeurs démocratiques, les valeurs sociaux, la question du rôle de l'État dans le commerce et tout le reste qui est cher à l'Europe. Ceci veut dire que l'Europe doit reprendre une initiative forte, pas simplement de défense, mais forte sur le multilatéralisme et sur la réforme de l'OMC. On ne peut pas attendre, sinon les Chinois, ils auront très vite. Pour eux, c'est crucial pour élargir leur espace de puissance commerciale et économique. Donc, l'Europe a devant elle un rôle majeur à jouer sur ça, pas simplement en protégeant ses intérêts. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Tout à fait d'accord. Pardon. Now I have to. Bien, il me reste à tous vous remercier de vos interventions et de vous donner rendez-vous après le déjeuner pour entendre la réponse de notre invité, l'honorable Lord Whitty. Je voudrais également remercier nos interprètes pour cette première demi-journée de délibération. Merci donc pour votre travail. Et maintenant, chers collègues, je voudrais vous inviter à nous rendre au déjeuner. Il suffit de suivre le personnel qui nous assiste et qui vous conduira à la salle. Nous nous retrouvons ici à 14h30. 14h30.